table ronde a pour objet de regarder, puisqu'on a un petit peu défini les enjeux actuels en termes de ressources humaines en Nouvelle-Calédonie, va être de regarder comment les entreprises s'adaptent, quels outils elles ont donc mis en place. Et ont très gentiment accepté donc de participer à cette table ronde Nathalie Klein, qui est directrice générale à la Socométra, grosse entreprise donc de Nouvelle-Calédonie, Jean-Marc Saturnin, qui a une longue expérience de gérant dans une société qui s'appelle Imonor, Vincent Clos, qui lui est responsable dans l'entreprise XLPROC, donc éditeur de logiciels, et qui est responsable de tout le domaine de ressources humaines dans l'édition et qui a donc une grande pratique de ce qui se fait en ressources humaines. Et enfin, Eric Brahms, qui est le responsable ressources humaines du groupe Saint-Vincent. Voilà, donc je vais leur laisser immédiatement la parole pour démarrer. Et puis, Nathalie, si vous voulez bien. Bonjour, donc je suis Nathalie Klein, je dirige la société Socométra. Juste pour vous resituer un peu le contexte, c'est une société d'environ 300 collaborateurs dans des métiers techniques, plus de 8 métiers techniques. Et dans le profil de nos collaborateurs vont du personnel donc de manœuvre jusqu'au niveau ingénieur Bac+5. Une entreprise de 67, ça fait 67 années qu'elle est implantée en Calédonie, donc une vieille entreprise. Ce que je vais vous décrire aujourd'hui rapidement, c'est vraiment ce que l'on a entrepris depuis 2 ans, depuis 2014, où on a vu la nécessité de transformer l'entreprise. Le marché de la Nouvelle-Calédonie est passé d'un marché de construction avec la fin du Medipôle, la fin des gros chantiers suite aux Jeux du Pacifique, à un marché qui est aujourd'hui un marché de services. Donc une nécessité vraiment rapide de transformation de nos entreprises. Ça, c'est le constat qu'on avait fait en fin 2013-2014 et on a décidé au niveau de la direction d'entreprendre ce changement. Quand on travaille sur une grande entreprise, il faut commencer par un bout, on va dire. Et la première réflexion qu'on s'est posée dans la transformation de l'entreprise, c'est comment est-ce qu'on allait la faire et avec quels outils. Alors comment on va la faire? On a donc consulter l'ensemble, on va dire, des employés, faire un peu un sondage, demander, questionner. Et ce qui est ressorti, c'est vraiment la nécessité de définir un plan stratégique, une vision claire de l'entreprise à 5 ans, à 10 ans. Et la première opération que l'on a définie, c'est vraiment le plan stratégique de l'entreprise, savoir où on voulait être et dans quel concept. Et on a retenu que au niveau du concept, on allait s'inscrire dans le concept de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, orienté donc la prise en compte de toutes les parties prenantes, la prise en compte des réglementations, des lois et la prise en compte du développement durable. Donc une fois qu'on a posé ces principes, on a défini donc le plan stratégique, où dans ce plan stratégique, on a défini des objectifs. Un des objectifs, par exemple, c'est la féminisation de l'entreprise. On est une entreprise technique avec, à l'époque, moins de 10% d'employés féminins et un objectif à 5 ans de passer à 20%. La féminisation, c'est essentiellement pas pour mettre plus de femmes, mais c'est parce que la diversité dans une entreprise amène de la richesse. Et c'est ces objectifs, c'est cette qualité que l'on recherche. Donc une fois le plan stratégique défini, c'était la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce qu'on allait le mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Et là, on est reparti, on s'est appuyé sur les valeurs. Ce qu'il faut se poser comme question, c'est sur quelle valeur l'entreprise repose. Et ça, c'est important. Les valeurs d'engagement, d'audace, c'est les nôtres, hein, mais bon, d'autres entreprises peuvent avoir, de cohésion. Toutes ces valeurs, on les a donc posées et on est reparti de ces valeurs. Suite à ces valeurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini au niveau de l'entreprise les responsabilités. Et donc, on a écrit un référentiel de responsabilité à chacun des niveaux, de la direction jusqu'à l'agent. Pourquoi définir ces responsabilités? Parce qu'en Calédonie, dans la progression d'entreprises qui peuvent être rapides, les responsabilités sont souvent pas prises en compte. On a un problème d'encadrement intermédiaire, on a un problème de comportement. Et la redéfinition des responsabilités en se déclinant nos valeurs a été un document essentiel. Suite à cette définition du référentiel des responsabilités, avec les partenaires sociaux, avec les responsables de l'encadrement, avec les uns et les autres, on a redéfini l'organisation de l'entreprise. Redéfinir les niveaux hiérarchiques, les attendus, et donc décliner par la suite sur les fiches de fonction. Et ça, c'est tout le processus qui est important et qui est la base aussi d'une GPEC qu'on a lancée parallèlement. Suite à ça, une fois que les fonctions sont établies, que tout ce processus est mis en place, est venue l'heure de la formation. Parce qu'entre les attendus et la réalité, il y a souvent un écart. Et l'entreprise doit accompagner les collaborateurs à atteindre, on va dire, le niveau de ses attendus. Donc beaucoup de formations, pas tant techniques, mais managériales, sur le comportement, sur la façon de prendre en charge les responsabilités, sur le stress que ça peut apporter et sur comment réagir. Donc voilà un processus qui a été mené assez rapidement, hein. Ça a pris moins d'1 an et maintenant on est dans la phase de concrétisation et on continue à construire. Ce que je voulais raconter aujourd'hui, c'est vraiment dans la fonction, et on s'est appuyé beaucoup sur les ressources humaines pour mettre en place. Ça a demandé beaucoup d'énergie, mais il faut préciser que tous les outils qui sont mis à notre disposition, hein, les fiches de fonction, la GPEC, elle doit s'appuyer sur une vision stratégique claire de l'entreprise et sur des objectifs. Sinon, l'employé, enfin les collaborateurs, ne peuvent pas comprendre toute la démarche. Donc, avant de mettre plein d'outils, il faut une cohérence, une ligne directrice qui relie en fait tous les outils pour savoir exactement ce que l'on fait. Enfin voilà rapidement la description de la conduite du changement. Merci. Ben, je vous remercie. Je crois qu'on a déjà quelques mots-clés sur les outils. Des outils liés à la transparence, des outils liés à la responsabilisation, à la clarté de définition des éléments, et puis un élargissement au-delà des domaines techniques sur les aspects relationnels qui sont effectivement très importants pour conduire, je dirais, changement et dans le cadre des ressources humaines. Je me propose maintenant de passer la parole donc à Eric Brahms, qui va lui développer ce qu'il a pu mettre en place comme outil dans son organisation. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Moi, je suis donc le responsable des ressources humaines du groupe Saint-Vincent, qui est situé à la Tamois. Donc, moi, je suis en poste depuis 6 ans. Pour vous présenter brièvement, voilà, le groupe Saint-Vincent, c'est une industrie agroalimentaire qui est présente sur le territoire, qui a été créée dans les années 80 et qui est un véritable bassin d'emploi pour les tribus avoisinantes de la Tamois. Donc notre industrie regroupe 3 usines avec des activités différentes.
comme une usine de transformation du riz, une minoterie, une provenderie, qui produit donc des aliments pour animaux. Et ces 3 usines sont regroupées, sont gérées par un GIE qui regroupe tous les services supports, dont le service des ressources humaines. Au niveau des effectifs, l'entreprise, le groupe Saint-Vincent aujourd'hui, c'est 80 salariés. Le service des ressources humaines n'a pas toujours existé, c'est-à-dire qu'il n'a été créé qu'en 2008 à l'arrivée de notre directeur. Et auparavant, la gestion des ressources humaines se cantonnait à la paye et à la gestion des contrats de travail. Donc en 2008, il y a eu quelques outils qui ont été mis en place, comme des fiches de poste, voilà, la reprise des réunions avec les IRP, mais on avait bien conscience que cela ne pouvait pas suffire à maintenir un climat social apaisé. Donc nous avons établi un plan d'action avec pour mettre en place des chantiers RH pour créer une réelle politique sociale qui soit basée sur la transparence, le respect des salariés. Donc comme je vous le disais, en 2008, on avait mis en place des fiches de poste, mais au bout de quelques temps, elles étaient devenues complètement obsolètes. Et les intitulés de poste étaient vraiment très très mal définis et il n'y avait pas non plus de grille de classification ni de grille salariale. Donc du coup, on avait des classifications qui étaient complètement incohérentes pour les différents métiers, des salaires qui étaient complètement inégaux et c'était vraiment pas très équitable. Donc là, il y avait une faille. Et la faille, cette faille nous a valu 7 semaines de grève en 2013. En effet, les revendications portaient essentiellement sur la revalorisation des salaires. À l'issue de cette grève, on a signé un protocole de fin de conflit dans lequel nous étions entendus avec le syndicat pour solliciter un établissement neutre, et en l'occurrence donc l'IDCNC, afin de faire un audit complet des fiches de poste et des classifications au sein du groupe. L'objectif était clair, c'était d'avoir une lecture objective des emplois réellement exercés et de la classification au sein du groupe et au regard de la convention collective de l'industrie. Donc 2 ans après, donc aujourd'hui, cette mise en place de ces nouvelles fiches de poste et nouvelles grilles de classification est très claire et est compris par tous. Du coup, ça nous donne une base commune de travail et le climat social s'en est ressenti apaisé. Donc voilà. Mais pour aller un peu plus loin dans cette communication de la politique de rémunération et de notre politique sociale, on est en train de mettre en place le bilan social individualisé. Cela a pour objectif d'expliquer et de valoriser la rémunération globale du salarié. Je pense que ça va nous permettre de faire comprendre aux salariés que la rémunération ne se limite pas au salaire net inscrit en bas à droite de la fiche de paye. Donc, dans ce bilan social individualisé, on va valoriser certains avantages sociaux qui sont rarement considérés. Donc, on va y retrouver donc le 13e mois, l'intéressement, mais toutes les charges salariales et patronales qui sont reversées à la CAFAT, mais également aussi les cotisations versées par l'employeur et le salarié pour tout ce qui est protection sociale. Bon, aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour avoir un retour de nos salariés. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place ce mois-ci. Mais j'espère que ça va contribuer à avoir une meilleure explication sur la rémunération au sein de notre groupe. Toujours dans le cadre de notre politique du dialogue social et afin d'améliorer surtout les relations avec nos partenaires sociaux, qui étaient assez compliquées, on a décidé d'utiliser l'outil de l'IRS, donc l'Institut des relations sociales, afin que les partenaires sociaux puissent acquérir des compétences techniques, afin qu'ils soient plus efficaces dans leur mandat, et ce qui va leur donner donc un cadre et surtout qu'on puisse parler de la même chose lors des réunions plénières. Mais pour aller un peu plus loin aussi, voilà, dans cette démarche, on a décidé avec la direction générale que j'accompagne les partenaires sociaux dans toutes les formations. Voilà, donc ça m'a valu à plusieurs reprises de faire les mêmes formations, CE, DP, CHSCT, mais très vite, on s'est aperçu qu'on avait quand même un intérêt très positif à participer ensemble aux mêmes formations. On s'est aperçu qu'il y avait une meilleure coopération entre la direction et les partenaires sociaux. Et en ce qui me concerne, ça m'a permis de créer un lien avec tous les partenaires sociaux.
car lors des pauses ou à la fin de chaque session, ça m'a permis d'échanger avec mes collègues partenaires sociaux sur les sujets qui ont été abordés dans ces formations et surtout de recueillir énormément d'informations. Et j'ai souvent été alerté sur des situations qui pouvaient devenir problématiques. Du coup, ayant connaissance de ces problématiques-là, j'ai pu anticiper certains problèmes et les résoudre avant que cela ne dégénère, quoi. Grâce à ces remontées d'informations, notamment sur des problèmes de relations interpersonnelles ou des problèmes d'ordre organisationnel, on a mis en place une évaluation des risques psychosociaux au sein de toutes les entités du groupe. Cette démarche a été expliquée dans un premier temps donc à l'encadrement, puis aux partenaires sociaux, et ensuite à l'ensemble du personnel avec l'aide des membres du CHSCT. Voilà. Donc après, nous avions organisé donc plusieurs réunions avec des petits groupes afin de pouvoir libérer la parole et répondre à leur interrogation. Quand il a fallu rédiger le questionnaire, nous sommes aperçus que les mots employés étaient vraiment trop techniques et donc il a fallu vraiment s'adapter à la compréhension de tous nos salariés. Et pour passer ce questionnaire, on avait fait appel au psychologue du travail qui était présent et qui avait pu reformuler certaines questions sans que là altère le sens de ces questions. Ensuite, lors du diagnostic, lorsqu'il a été restitué donc à la direction puis aux membres du CHSCT, on s'est aperçu que l'accumulation des statistiques, c'était vraiment indigeste, quoi. Donc, on se demandait comment on allait pouvoir restituer ça à l'ensemble du personnel avec des graphiques, des statistiques, des pourcentages, et c'était pas très parlant. En fin de compte, on a décidé de faire jouer des scénettes par des salariés de l'entreprise et qui reprenaient tous les points critiques du diagnostic. Donc en fin de compte, il y a des salariés du groupe Saint-Vincent qui se sont portés volontaires et parfois désignés pour pouvoir jouer ces petites scénettes et qui étaient qui mettaient en exergue tous les points critiques. Donc dedans, on pouvait voir donc le manque de reconnaissance, la charge de travail, l'absentéisme ou l'agression verbale, les problèmes de communication. Donc il y a eu 6 petites scénettes qui ont été jouées et du coup à la fin, même tous les salariés ont pu participer parce qu'il a fallu qu'on refasse par exemple une scène de grève et là donc il y a même le directeur général qui est arrivé avec son panneau pour dire voilà, pas content. Donc ça s'est fait vraiment dans la bonne humeur. Et le soir, donc on avait organisé cette restitution donc au centre Jean-Marie Djibaou. On avait loué une des salles du centre Jean-Marie Djibaou et c'était juste au moment où il y avait le spectacle à la rencontre des mondes. Donc c'est une chorale qui a fait le spectacle avec sur 17 langues et dont le thème commun était le destin commun. Donc en fin de compte, on a profité de cet événement pour pouvoir les inviter l'ensemble du personnel à assister à cette représentation. Donc aujourd'hui, on a mis en place, on est en train de mettre en place le plan d'action sur les risques psychosociaux. Et le constat que l'on fait, c'est qu'on a retiré un grand intérêt de la part de tous les salariés et une grande participation à toutes les réunions de préparation à ces plans d'action. Donc aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que tous les salariés se sont appropriés cette démarche et je pense qu'ils ont pris pleinement conscience que ça peut aussi améliorer énormément leur bien-être au travail. Donc voilà, donc on avait organisé cet événement sociétal, donc d'organiser cette sortie ludique à Djibaou. Mais c'est quelque chose qu'on en fait depuis bien longtemps parce que depuis 2011, chaque année, on organise avec des associations extérieures des interventions pour l'ensemble de notre personnel. Et donc ça va être sur les thèmes de l'alcool, du cannabis, de la prévention routière ou de la violence conjugale. D'ailleurs, pour revenir à la prévention routière, on avait proposé à l'ensemble des salariés, parce qu'on a beaucoup de personnel qui n'ont pas de permis de conduire, mais qui roulent quand même en voiture. Mais aussi, c'est aussi notre responsabilité, je pense. Et donc, on leur avait proposé de passer le permis. Donc, le permis n'est pas gratuit, je tiens à le préciser. C'est juste qu'en cas de succès, la société prend en charge un tiers du permis de conduire.
Et on a demandé aussi au CE, qui était tout à fait favorable à ça, à ce qu'ils prennent aussi un tiers du permis de conduire. Donc tous ceux qui passent le permis de conduire avec succès, en fin de compte, ils n'ont qu'un tiers à débourser pour avoir le permis de conduire. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis en 2014, toujours pareil, à Djibaou, il y a une exposition qui a été l'art kanak est une parole. Et on a décidé d'inviter l'ensemble du personnel. Donc on avait fermé la société un vendredi pour pouvoir visiter l'exposition l'art kanak est une parole. Et donc on l'a organisé comme une journée de cohésion avec un repas où tout le monde était présent. Et on a eu franchement des très très bons retours, mais vraiment plus que positifs de la part de tous les salariés, parce que je pense qu'ils ont vraiment considéré cette journée comme une reconnaissance des personnes, mais dans leur culture, quoi. Et voilà. Et donc ça, je pense que ça a été un facteur très 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 important. Et si bien même qu'on a reçu un courrier, enfin la direction a reçu un courrier de la part de l'ensemble des salariés pour les remercier de cette attention. Voilà, donc c'est quand même assez rare pour être souligné. Donc voilà, donc ce sont quelques exemples pratico-pratiques, voilà des outils RH qu'on a pu mettre en place. Voilà, on essaye d'être dans la communication, le respect et surtout la transparence, quoi, pour qu'on puisse avoir un climat social apaisé et pour que surtout l'entreprise puisse se développer. Merci. Merci Eric donc de nous avoir éclairé sur quelque chose qui est important, puisque on entend souvent le mot dialogue social, mais comment on fait pour le mettre en place? Et là, on a quelques idées. Alors ces idées sont riches, sont des idées effectivement de transparence, de reconnaissance, de respect. C'est très intéressant. J'ai noté qu'il y avait de la formation aussi, qu'il y avait de la création de liens. J'ai aussi surtout noté cette idée de créativité. On a le droit d'être créatif, on a le droit de faire des pièces de théâtre, on a le droit de s'amuser à l'entreprise. Le travail, c'est pas forcément non plus quelque chose de pénible. Il peut aussi y avoir, on peut mettre, je dirais, une ambiance ludique dans quelque chose de très sérieux. Donc pour cette restitution, un grand merci, puisque effectivement, ça apporte beaucoup d'éléments concrets sur ce qu'il est possible de faire et sur les réactions effectivement qu'ont eu les salariés aux différentes démarches. Donc, merci Eric. Et maintenant, je vais passer donc la parole à Vincent, donc sur les outils RH tels que vus par Excelprog. Bonjour, donc je suis co-gérant d'une maison d'édition de logiciels en Calédonie. On n'est pas nombreux sur ce domaine-là à être uniquement à produire des logiciels locaux, et donc on a une panoplie d'outils qui aident principalement à l'administratif, la partie administrative des ressources humaines, donc pour produire des bulletins de salaire et faire les cotisations sociales. Donc ma vision que j'ai est assez transverse, parce que je suis également co-gérant, donc je suis responsable des ressources humaines dans Excel. Alors c'est une petite équipe. On est 7 co-gérants et 7 salariés, donc on est aujourd'hui à l'équité. Mais j'observe aussi ce qui se passe dans les entreprises de nos clients. Pour moi, ce qui me concerne, c'est toute la partie RH. Donc j'assure le suivi de à peu près 1 millier d'entreprises en Calédonie. Ça représente 6000 bulletins de paye tous les mois. Et donc je suis confronté aux problématiques de nos clients, et donc j'ai cette vision-là aussi. Et un troisième point concernant notre entreprise, c'est qu'on produit des logiciels au sens large de gestion d'entreprise, et on est confronté assez régulièrement à la problématique de la compétence et du manque de formation dans les entreprises. Donc c'est un peu la thématique qu'on a aujourd'hui. Donc c'est une vision assez transverse. Alors la façon dont je perçois personnellement les ressources humaines, c'est 2 mots. C'est motivation. Comment réussir à motiver une personne et déjà éviter qu'elle se démotive. C'est un enjeu qui est important. Et ensuite, les compétences. Comment détecter les compétences chez un demandeur d'emploi, donc dans le cadre d'un recrutement, et comment apporter des compétences à l'employé. C'est des questions qu'on se pose régulièrement, on se les pose tous en tant que gestionnaire RH, et c'est des thématiques qui sont vraiment importantes.
Alors, je vais vous apporter, je vais tenter d'apporter des outils que soit nous avons mis en place ou que nos utilisateurs utilisent régulièrement dans donc 3 thématiques principales, le recrutement, le management et l'administratif. Donc, au niveau du recrutement, les méthodes de recrutement que j'ai vu voir fonctionner parfaitement sont les méthodes, par exemple, de contrat d'apprentissage. Quand on a la problématique de connaître les compétences d'une personne, donc très généralement quelqu'un qui sort des études, nous, par exemple, prendre un stagiaire, un stage de 6 mois, de 6 semaines, pardon, on a très peu de possibilités de tester les compétences de l'employé. Bon, en général, il en a peu, mais il a au moins des connaissances. On a très peu la possibilité de déterminer sa motivation sur 6 semaines. C'est très compliqué à notre point de vue. On a aussi la problématique de ne pas pouvoir avoir recours au contrat d'apprentissage, qui, à mon sens, sont une très bonne méthode de recrutement. On suit l'étudiant enfin l'apprenti sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et on voit son évolution, on voit sa motivation, on voit sa stabilité. À mon sens, c'est une très bonne méthode de recrutement. Mais hélas, ça ne concerne pas toutes les entreprises, ça ne concerne pas tous les domaines, et c'est un outil, à mon sens, qui serait bien d'envisager d'élargir à plus de domaines qu'aujourd'hui. Les contrats d'apprentissage, c'est principalement autour de la gestion d'entreprise, secrétariat, comptabilité. Nous, dans notre domaine, les apprentis en développement de logiciels, ça n'existe pas. Donc, on a eu recours à d'autres méthodes de recrutement assez innovante. Alors, on a profité d'une opération de communication, on va dire. C'était l'an dernier, en 2015, c'était les 25 ans d'Excel Programmation. Et donc, on a eu pas mal d'idées, et notamment de proposer un challenge aux étudiants. Donc, on s'est rapproché des étudiants. Et donc, ça, a priori, c'est une vision qui est très intéressante, c'est ce rapprochement entre les entreprises et les étudiants, c'est les travailleurs de demain. Comme aujourd'hui, on est dans l'université de Calédonie, donc les professionnels se rapprochent des étudiants. Et donc là, on a proposé, c'était l'an dernier, on a proposé au lycée du Grand Nouméa, au BTS SEO, donc c'est un BTS qui est un programme qui se rapproche de nous, de nos besoins d'informatique. Ça est destiné à être soit informaticien dans la maintenance, donc réseau, soit au développement. Donc nous, ça nous concerne tout à fait. Et donc on a proposé à ces étudiants de participer à un challenge. Alors ça concernait les 2e années, mais les premières années ont été intéressées également. Et donc ils ont constitué des groupes comme ça, des groupes de travail de 4 étudiants. Et ce qu'on leur a, la mission qu'on leur a donnée était de produire une petite application, en leur fournissant un cahier des charges. Et donc, ça nous a permis, nous, de tester leur capacité à comprendre et respecter un cahier des charges. Première des choses, les étudiants sont rarement confrontés à ce genre de situation. Et donc là, ils étaient en plein dedans. Ça les a mis en fait dans une situation professionnelle, une simulation d'une situation professionnelle qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Et nous, ça nous a permis de détecter ça, de voir leur capacité à comprendre un cahier des charges, de voir leur capacité à travailler en équipe, de faire capacité à faire des recherches, à s'organiser, et aussi à tenir un délai serré, parce que dans le monde du travail, on est toujours confronté aux problématiques du timing. Et donc là, ils avaient 1 semaine pour réaliser cette petite application, et on les a observés pendant 1 semaine à travailler ensemble, ou pas d'ailleurs. Il y en a qui ont moins bien travaillé ensemble et qui sont arrivés à un moins bon résultat, c'est évident. Mais ce qu'on a observé, c'est ce qui nous a permis de détecter, c'est cette motivation. Ça, la motivation, sur 6 semaines de stage, très difficile à trouver. Sur 2 ans d'apprentissage, déjà plus facile, mais voilà. La motivation sur ces méthodes de recrutement, elle est détectable, parce qu'on suit l'étudiant sur 1 semaine là dans notre cas. Donc voilà pour la partie recrutement. Ensuite, sur les outils de management.
Le dialogue social, donc on vient de le voir avec Eric et Nathalie, quelque chose d'essentiel et d'évident. Le dialogue social, à mon sens, bon, ça concerne évidemment dès la petite entreprise, mais il me semble que il faut absolument que cette méthode soit établie pour les sociétés on va dire, de plus de 30 salariés, et donc ça représente 5% des recruteurs du privé. On a vu tout à l'heure, 90% des entreprises ont un nombre d'employés inférieur à 30 salariés. Donc le dialogue social est important. Ce ne sont pas les mêmes outils pour une grosse entreprise qu'une petite entreprise. Dans tous les cas, ce qui convient bien, c'est la formation, former son personnel, qu'on soit dans une petite entreprise ou une grosse entreprise. Le besoin de formation est important, formation continue. Donc il y a des organismes donc de formation traditionnelle, la CCI organise ça, la Chambre des métiers, le CNAM aussi en formation continue. Donc c'est plus une démarche de l'employé. Mais des nouveaux outils vont apparaître, on va en parler je pense dans la journée, ça concerne le FIAF, donc le Fonds interprofessionnel d'assurance formation. Ce fonds qui va apparaître en 2017 est à mon sens un très bon départ, parce que on connaissait la formation professionnelle pour les entreprises de plus de 10 salariés, mais voilà, ça commençait là. Et on avait donc quelque chose d'assez inégal. Les entreprises de moins de 10 salariés ne cotisent pas, les entreprises de plus de 10 salariés y cotisent. Et donc du coup, on n'a pas encore cette culture de formation continue. On l'a vu tout à l'heure, 8% seulement d'entreprises y ont recours. Ça, c'est très peu, alors qu'il y a les fonds et les entreprises cotisent pour ça, et bon, la plupart du temps, elles préfèrent payer un chèque à la fin de l'année plutôt que faire participer leurs employés à des formations. C'est dommage. Ce fonds interprofessionnel qui va donc s'appliquer à toutes les entreprises de Calédonie va, je pense, stimuler toutes les entreprises à procéder à des formations. Alors dans le cadre des formations, on a plusieurs méthodes. Nous, on a approché la méthode du business game, qui est une méthode de simulation de gestion d'entreprise. C'est des méthodes qui sont récentes, qui se passent sur du web, qui sont ludiques et qui se dénotent un petit peu des formations où on donne de la connaissance comme ça, qui sera retenue, on le sait, à hauteur de 10% au bout d'un an. Si elle n'est pas mise en pratique. Le business game met l'employé dans une situation dans laquelle il n'a pas forcément l'habitude d'être. Et quand il va vivre ça va lui déclencher des réflexions qui va se poser par la suite. Donc vous pouvez vous renseigner sur internet ce que c'est que les business games, c'est assez passionnant. Également les MOOC, donc c'est des méthodes de formation un peu différentes que les formations traditionnelles. Donc c'est des sessions de formation interactives qui sont planifiées sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, et où on a des interviews de professionnels, des vidéos de mise en situation. Voilà, c'est assez différent des méthodes de formation traditionnelles où on balance de l'information qui est pas forcément digeste à avoir. Les méthodes de webinar aussi, donc c'est des méthodes qui là s'appliqueront bien pour les grandes distances, par exemple si on a besoin de former quelqu'un à Koné ou dans les îles, plutôt que la personne se déplace dans les lieux de formation, et ben on peut faire ça sous la forme d'un webinar, en conférence, en visioconférence. C'est assez peu utilisé, mais c'est des méthodes qui sont à mettre en place, je pense, aussi en Calédonie vu les distances. Alors, un mot aussi important dans le management, c'est l'ergonomie à tous les étages. Il faut envisager dans l'entreprise de rendre ergonomique tout. Les bureaux, les applications logicielles, les outils dans le BTP, que les outils soient de bonne qualité, que les documents internes soient bons, envisager le télétravail aussi, ça aide à l'ergonomie. L'ergonomie, c'est ce qui permet de ne pas baisser la motivation. Ça en rajoute aussi des fois, mais c'est plutôt pour éviter que la motivation diminue. Voilà. Un enjeu important dans le management, on en entend souvent parler. Je veux pas mettre je veux pas souligner ça en rouge, mais c'est quand même très important pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. C'est comment gérer l'absentéisme pour maladie. C'est une problématique qui revient régulièrement. Le dialogue social est un outil évident là-dessus. J'en discuterai avec Eric parce qu'on a, je pense, pas mal de choses à apprendre dans le modèle qu'ils ont mis en place.
Parce que pour gérer ça, il faut de nouvelles méthodes de management, des méthodes de management qui s'adaptent aux problématiques locales, à la façon de travailler en Océanie qui est différente forcément de la façon de travailler en Allemagne, aux États-Unis. Le management qu'on applique en Calédonie, et aujourd'hui, il me semble, à part quelques exceptions qui fonctionnent, est un modèle qui est basé sur le management français et il s'applique pas forcément en Nouvelle-Calédonie. Ça nécessite aussi cette question autour de l'absentéisme des maladies. Ça représente quand même, on a évalué à peu près 10% de la masse salariale dont un employeur fait le chèque tous les mois. 10%, c'est pour payer de la maladie. Et la maladie, ça ne rapporte rien à un employeur. Et les employeurs se demandent aujourd'hui pourquoi ils sont premiers payeurs sur de la maladie, que ce soit sur de l'accident de travail, c'est évident, mais c'est même pas le cas, c'est inversé. Sur l'accident de travail, c'est la CAFAD qui indemnise immédiatement. Sur la maladie, c'est l'inverse. Donc c'est assez étonnant d'un point de vue d'un employeur. Et il me paraît important d'envisager modification de la législation autour de l'indemnisation de la maladie, et en l'occurrence de l'article 76 de l'AIT, qui précise que l'employeur est premier payeur. Voilà pour donc on a entendu qu'il y avait des personnes du gouvernement et du Congrès, donc on est avec tous les employeurs sont concernés par ça. Avec le MEDEF, on a commencé à travailler sur ces problématiques-là. J'imagine que la NDRH cogite aussi à ça, et que la CGPME, toutes les personnes qui sont confrontées à ces problématiques-là ont ça à gérer tous les jours. Enfin, les outils sur l'administratif. En Calédonie, nous avons la chance donc d'avoir plusieurs maisons d'édition d'applications qui permettent de simplifier la tâche au niveau de tout ce qui est administratif, donc que ce soit déjà les bulletins de salaire. Donc on est plusieurs éditeurs sur la place à faire des programmes extrêmement performants qui permettent de simplifier énormément les choses. Donc ça, l'administratif et le logiciel de paye, c'est le premier outil dont a besoin 90% des entreprises. C'est incontournable de passer par là. On a encore des clients qui viennent chez nous et qui font leur bulletin de paye sur Excel. Et ça depuis des années. Ils gaspillent du temps là-dedans, mais bon voilà. Un jour, ils passent sur un logiciel et là ils comprennent que c'est bien mieux de s'aider avec un outil comme celui-là. Les logiciels permettent aussi tout ce qui est veille juridique, la veille juridique autour de comment évoluent les textes eux-mêmes, et cette veille est importante pour toutes les entreprises. Alors il y a d'autres outils que les logiciels de RH. Il y a par exemple les associations qui sont donc la NDRH qui propose des suivis d'aide là-dessus, le MEDEF aussi qui propose des solutions de juristes. Les comptables aussi sont une bonne source d'information pour se renseigner là-dessus. Et enfin, on a donc les logiciels de planning, gestion de planning. Là aussi, il y a énormément d'outils pour gérer ça. C'est aussi un casse-tête énorme pour les entreprises qui ont une grosse quantité, enfin qui ont beaucoup d'employés. Il y a pas mal de solutions qui sont proposées, très peu développées localement. C'est souvent des solutions qui sont apportées de métropole, mais elles s'adaptent bien. On a les mêmes problématiques de gestion de planning partout. Et donc là aussi, il y a énormément d'outils, des chers, des pas chers. Il y en a des gratuits. Google Calendar, par exemple, un outil qui est génial, qui est gratuit. Il y en a plein d'autres. Il faut chercher ça sur Internet. Voilà, plein d'outils, soit qui sont onéreux ou carrément gratuits, qui vous aident, qui peuvent aider l'entreprise à se simplifier la partie administrative. Merci Eric. Vincent. Bien, alors c'est extrêmement riche comme discours. Alors je retiendrai peut-être deux choses essentielles. D'abord, cette idée de lien entre cette difficulté en Nouvelle-Calédonie pour trouver des compétences, sachant qu'effectivement on peut avoir des gens qui ont des connaissances, mais rarement des compétences, surtout sortant des programmes habituels, lycée ou université. Alors ça, c'est un drame en Nouvelle-Calédonie, un drame qui est simplement lié à la taille du pays. En France, quand on fait un programme de formation, on va donner des compétences aux personnes. Malheureusement, le programme va durer 10 ans. Ici, en une année de
formation ont rempli l'intégralité des postes demandés. Et donc la deuxième année, il faut l'arrêter parce qu'il n'y a plus d'emploi. Alors ça, c'est une des grosses difficultés qui va sûrement nécessiter une mutation, comme ça a été souligné, une mutation vers d'autres outils, des outils de formation à distance, des outils, le business game en faisant partie, mais des outils tels que les MOOC, donc une mutation de la façon d'apprendre et d'acquérir des compétences pour, je dirais, les futurs employés et pour les employés en place. Ensuite, je retiens qu'effectivement, sur le plan administratif, il y a beaucoup d'outils pratiques qui peuvent faire gagner en productivité et, dans ce sens-là, décharger de tâches ingrates, je dirais, les gens qui ont à faire ce type de travail. Bon, voilà un petit peu ce que j'ai retenu, mais c'était tellement dense que j'ai un peu de mal à en faire la synthèse, je dois l'avouer. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Jean-Marc qui va nous faire part de son expérience de quelques années, de longues années, donc en Nouvelle-Calédonie. Bonjour mesdames et messieurs, moi je me demande ce que je fais là. C'est un gag, elle est où la caméra? Donc Jean-Marc Saturnin, je suis agent immobilier depuis 30 ans, 24 ans dans le sud et depuis 6 ans dans le nord. Je suis très attentif à tout ce que j'ai entendu ce matin, tant par les différents rapports et comptes rendus et présentations des uns et des autres. Je me sens un peu marginalisé puisque mon effectif représente que 5 personnes. Donc pour moi le RH ça n'existe pas, c'est moi, et puis depuis 30 ans c'est moi, voilà. Ceci dit, je me situe bien dans certaines analyses où l'entreprise est gérée en bon père de famille. Et pour preuve, je connais tous mes employés, leur date anniversaire, j'y participe. Et puis, le côté familial est très très important parce qu'on rejoint le côté psychologique. Tout à l'heure, il y avait un intervenant qui était un psychologue du travail. C'est pour nous crucial. Cependant, la façon de travailler dans le Nord et celle de travailler dans le Sud, puisque avec un peu de recul, je peux faire la différence, elle est complètement différente. Juste pour avis, y a-t-il des entrepreneurs ou des RH qui travaillent dans le Nord? Levez la main, s'il vous plaît. 3, 4, 5? Oui, bon, une dizaine à peu près. Ok. Je me trompe? Donc, la façon de travailler est vraiment, vraiment différente. Pour preuve, le vendredi après-midi, on travaille plus, puisque plus personne travaille. C'est pas mal pour programmer. Le lundi matin, il faut être vigilant sur qui vient au boulot. Enfin bon, ça n'a rien à voir. Ceci étant, les entreprises tournent, pour celles qui ont un peu de rigueur, arrivent à tourner, mais pour revenir à l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, la ressource humaine, pour moi, elle est limitée principalement à la personne et surtout au niveau psychologique du recrutement. C'est pour moi fondamental parce qu'on essaye de pérenniser l'emploi par différents points. Alors évidemment la formation, évidemment l'aspect sociétal, évidemment l'aspect ambition de chacun, le profil de carrière, etc., etc. Mais bon, c'est tellement basique ce que j'ai à vous dire que j'ai l'impression que c'est vous qui devrez m'apprendre à gérer mon personnel plutôt que moi. Donc moi les 8 minutes elles vont être vite comblées, hein, Monsieur Grand, je vous prie de m'excuser, on va peut-être aller prendre une pause café. Mais j'ai pas grand-chose moi à vous dire, honnêtement, si ce n'est l'expérience sur notre façon de gérer une entreprise et gérer son effectif, c'est tout. Et peut-être que je pourrais répondre à quelques-unes de vos questions, c'est tout. Merci. Jean-Marc, merci. Donc il y a quand même une idée très importante, celle de connaissance de son personnel et de reconnaissance de son personnel. Le tout effectivement dans les PME, dans les toutes petites entreprises comme ça de 5 personnes, je dirais c'est-à-dire ce que l'on appelle nous le micromanagement, c'est-à-dire comment on gère effectivement les tout petits groupes et il y a quelques outils donc très souvent qui sont simplement liés à la personnalité aussi du dirigeant. Il faut avoir, chaque dirigeant peut avoir sa personnalité et son mode de management. La difficulté étant de recruter des gens qui s'adaptent après à ce mode de management, d'où la sensibilité, une fois de plus, du recrutement. Je propose qu'on laisse un petit peu la parole à la salle. Alors je vais être
très directif, puisque je suis gardien du temps, je vais proposer 4 questions maximum. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci. Apparemment, on a été un peu pris de court là pour avoir les micros rapidement. Bonjour, donc moi je m'appelle Tanguy Pratt, je suis gérant de TP Risque et je souscris à 300 000% à l'approche qui a été mise en place par Nathalie dans son entreprise. Par contre, de par mon expérience, cette approche elle fonctionne et c'est ce qu'il faudrait faire, mais elle est difficile à mettre en place dans des petites entreprises de 50 ou 60 personnes. Et je pense que ça a pu être fait parce que vous dépendez d'un grand groupe et qui vous a encouragé à mettre en place cette approche et qui vous a dit que c'est ça qu'il fallait faire et donner des outils. Sinon, c'est vraiment difficile d'avoir l'idée de faire ça, d'avoir l'outil, la vision et toute l'approche stratégique derrière en Calédonie. Alors juste pour répondre à cette question, la volonté du manager est primordiale dans la mise en place de ces outils. Pour revenir à Socometra, on n'a pas forcément eu l'appui du groupe pour mettre en place ces outils. En fait, on s'est appuyé sur une volonté interne du manager et aussi sur vraiment une volonté de changement. Et c'est sûr que je pense qu'elle peut être mise en place, mais il faut un leadership qui soit important. Les outils, je pense que tout le monde y a accès. Le groupe ne nous impose pas aujourd'hui de mettre en place tel ou tel outil. Ils sont principalement là pour ils attendent des résultats en termes de sécurité, en termes de... Alors, qui vous a aidé pour mettre en place ce travail sur les valeurs? Qui est assez nouveau. On en parle aujourd'hui dans le cadre de la société calédonienne, mais vous êtes sûrement pionnier, c'est nouveau. D'où ça vous est venu? Et est-ce qu'un cabinet vous a aidé là-dessus? Là non plus, on s'est pas fait aider. On est resté en fait au sein de l'entreprise. On était 6 autour de la table. Et on a réfléchi, on a échangé, on a posé, on se dit mais par où on va commencer? La question, c'est par où on commence pour changer une entreprise. Et de fil en aiguille, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est quoi notre objectif? C'est quoi notre but? Et à un certain moment est sortie la question, c'est quoi nos valeurs? Quelles sont nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut porter? Et c'est vraiment, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est revenu à quelque chose de plus théorique, qu'on a réussi à démarrer, parce qu'au départ on se posait la question, oui, on refait les organigrammes, mais comment on avait une disparité dans les fiches de fonction, dans les fonctions, dans les rôles, dans les niveaux. On avait vraiment une entreprise qui avait grandi rapidement avec le boom économique, il faut le dire, de ces 10 dernières années, et on savait pas où commencer. Mais c'est vrai que paradoxalement, en échangeant en interne, on a trouvé des solutions. Mais on avait quand même une forte volonté de changer. En fait, je suis étonné parce que j'ai vécu la même chose dans une grosse entreprise, mais c'est parti du siège. Et j'ai l'impression que la difficulté ici, dans le tissu économique où on a plein de PME, PMI, c'est d'avoir cette vision-là. Et, en tout cas, bravo à vous, parce qu'effectivement, c'est ça qui fonctionne. L'échange est important et moi j'avais aussi un avantage, c'est que je connais bien le personnel de l'ensemble de l'entreprise, quasiment les 300 employés, et l'échange est important. Je pense que l'échange, le travail en groupe permet d'aller vraiment plus loin, on va dire. Est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà les résultats que vous avez obtenus grâce à cette approche, moi j'appelle ça cette approche par le haut, au lieu de mettre en place plein d'outils et de ne pas avoir cette réflexion stratégique? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des résultats dont tu peux parler? On a une cohésion dans le développement, en fait. C'est-à-dire que le principal défi qui se présentait à nous, c'est qu'on a une entreprise avec plus de, 8 métiers.
et vraiment des silos par métier, c'est-à-dire quasiment des micro-entreprises dans l'entreprise. Et le but, c'était de mettre de la transversalité dans nos métiers, et mettre de la transversalité impose de l'échange. Et pour faire de l'échange, il faut faire de l'échange entre des personnes de même niveau dans leur métier, dans leurs tâches, dans leurs fonctions. Et le fait d'avoir remis un peu, on va dire, d'organisation dans l'entreprise nous permet aujourd'hui de parler à l'ensemble des chargés d'affaires qui ont une même connaissance et de les faire progresser vers des attendus. Lorsqu'on parle aux chefs d'équipe, ils ont, on va dire, les mêmes attendus de notre part, et ainsi de suite. Ça permet vraiment de faire grandir toute une population de façon transversale. Ça, c'est, je pense, important dans des grosses entreprises. Et ça facilite aussi l'échange de bonnes pratiques. Une autre question? Oui, bonjour à tous. Jérôme Geoffroy, moi, je dirige un petit établissement public, donc avec des préoccupations un petit peu différentes. Mais je suis un petit peu étonné ce matin, sauf erreur de ma part, qu'on n'ait pas abordé la question de l'emploi local. Est-ce que vous pouvez apporter un éclairage sur cette thématique? Comment ça intervient? Est-ce que c'est prégnant? Comment est-ce que c'est pris en compte voilà, dans vos entreprises, dans les entreprises que vous dirigez? Merci. Nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, la loi sur l'emploi local date de 2013, c'est ça? 10? Voilà, oula. Et donc nous, on a une procédure de recrutement qui est très très claire et qui est connue par tous les partenaires sociaux. Donc ils savent que quand il y a un besoin de recrutement, on va prévenir les partenaires sociaux, on va afficher un appel à candidature en interne. Si on peut promouvoir en interne, on le fait, on fait passer des tests à l'ensemble des salariés. Et si on ne peut pas promouvoir en interne, donc on explique à la personne, aux partenaires sociaux, pourquoi on n'a pas pu promouvoir cette personne. Et après, effectivement, on passe sur le recrutement en externe. Et là, on va suivre toute la procédure avec la finalité sur l'emploi local, quoi. C'est-à-dire que on reçoit tous les CV et effectivement, on reçoit les candidats qui nous intéressent. Et si on a une candidature qui est une candidature locale d'un citoyen calédonien, on va le recruter. Et si on n'a pas le candidat avec les compétences requises, effectivement, on va s'orienter sur une candidature non locale, métropolitaine. Et à ce moment-là, on demande un constat de carence à la DTE pour un CPEL. Voilà. Donc au début, nous, ça nous a valu une journée de grève, parce qu'on avait fait un recrutement d'un responsable du service maintenance. Donc en plus, c'est un secteur où il y a très peu de compétences. Et on n'avait pas eu malheureusement de candidature calédonienne, et on avait eu des très bonnes candidatures métropolitaines. Donc on a intégré la personne à son poste. Le premier jour où il arrive, il voit les bâches bleues et le barbecue. Voilà. Et donc, alors qu'on avait pas mal communiqué avec les partenaires sociaux. Et quelques semaines après, parce que voilà, les commissions de parité, sur l'emploi local, c'est tous les mois ou quand il y en a. Et donc on avait reçu le PV de carence, mais un petit peu trop tard. Donc, mais après, si vous voulez, on a communiqué avec nos partenaires sociaux sur cette carence-là, et du coup après, il s'est instauré une certaine confiance entre les partenaires sociaux et la direction, et du coup voilà, maintenant, tous nos recrutements se passent en toute transparence et on n'a pas de problème. C'est-à-dire que voilà, on a eu recruté un responsable de production calédonien, donc voilà, c'est très bien. Et le responsable du service maintenance, il a été promu sur un autre poste, donc on a dû recruter un nouveau responsable du service maintenance, et qui était de nouveau un métropolitain. Mais là, cette fois-ci, l'intégration s'est faite parfaitement, sans journée de grève, parce qu'ils savaient pertinemment qu'on allait pouvoir leur transmettre le PV de carence. Voilà comment ça se passe chez nous pour l'emploi local. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bien, je vous remercie. Alors malheureusement, on est très tenu par le timing. On pourra toujours rediscuter de tout ça en annexe, j'allais dire dans les couloirs ou sur le parvis.
Et je propose de laisser la place à la prochaine table ronde en remerciant tous les participants qui nous ont apporté des éclairages très importants. Merci.